Le 14 juillet 2026, un livre de magie et d'intelligence artificielle arrive en précommande. Au même moment, dans des bureaux très sérieux, des équipes promettent un pourboire à un modèle pour obtenir un meilleur tableau. Le geste paraît absurde. Pourtant, il révèle qui commande réellement la machine. Épisode Prompting IA, magie rituelle ou simple management. Chapitre 1 Le charme et le contrat. Entre le grimoire et le tableau de bord, les mots changent de statut. Le contraste tient dans un objet de 100 pages et dans une consigne de quelques lignes. Selon Bleeding Cool News, The Century Guild lançait le 14 juillet 2026 une campagne Kickstarter autour d'un livre de Grant Morrison consacré à la magie et à l'IA. L'ouvrage mêle l'imagerie préhistorique à des mythes réemployés par la culture numérique. Dans une salle de réunion, l'objet concurrent est moins spectaculaire. Un champ de texte, un curseur qui clignote, une demande adressée à un modèle. On y verse parfois des flatteries. Tu es un expert hors pair. On y joint parfois une menace. Si tu échoues, pas de pourboire. Le modèle n'a ni honneur ni portefeuille. Mais l'utilisateur, lui, a besoin de croire qu'une phrase bien tournée ouvre une porte secrète. C'est cette croyance qui donne au prompting son parfum rituel. La formule doit être précise, l'ordre des mots semble compter, une modification minuscule produit parfois une réponse étonnamment différente. La ressemblance avec un rite n'est pas technique, elle est psychologique. Face à un système opaque, on transforme le langage en geste de contrôle. Le point décisif n'est donc pas de savoir si les modèles sont occultes. Ils ne le sont pas. Il est de comprendre ce que cette métaphore dissimule dans les organisations. Quand une équipe cherche la phrase magique, elle confie la qualité du travail à l'habileté d'un individu devant une boîte noire. Quand elle formule un objectif, des contraintes et un mode de vérification, elle construit une capacité collective. L'enjeu est économique autant que culturel. Le vrai actif n'est pas la collection de tours de main conservés dans les carnets de quelques enthousiastes. C'est la capacité à convertir un besoin métier en mandat contrôlable, puis à juger le résultat. Le sortilège promet un coup d'éclat. Le contrat fabrique une méthode. Alors pourquoi cette imagerie de la formule persiste-t-elle, même chez des équipes très compétentes ? Chapitre 2 Pourquoi le rite séduit. Une machine répond en phrases. On lui prête vite une intention. Un modèle conversationnel possède une propriété troublante. Il rend le langage. Quand une requête change, sa réponse change. Le cerveau humain y cherche spontanément une relation sociale. On ne lit plus seulement une interface, on croit négocier avec quelqu'un. C'est le terrain parfait pour l'anthropomorphisme. Le rite naît aussi d'une expérience réelle, mais mal interprétée. Une instruction vague produit un résultat vague. Une demande qui donne le public visé, le matériau disponible et le format attendu améliore souvent la sortie. De là, on glisse facilement vers une erreur, attribuer le gain à une formule spéciale plutôt qu'à l'information ajoutée. Il existe pourtant une différence opérationnelle énorme entre les deux lectures. Dire à un agent « comporte-toi comme le meilleur juriste du monde » déplace peu le problème. Lui fournir le contrat, puis préciser le droit applicable et le risque toléré crée un cadre de travail. L'exigence de citation y sert de preuve plutôt que d'ornement. La première demande cherche un prestige emprunté, la seconde réduit l'ambiguïté. Cette distinction change la répartition de la valeur. Les recettes de prompt prêtes à l'emploi ressemblent à des incantations transmissibles, mais elles voyagent mal d'une tâche à l'autre. Elles dépendent du modèle, de sa version, du contexte et des données injectées. Leur détenteur peut impressionner lors d'une démonstration, il détient rarement un avantage défendable. A l'inverse, les organisations qui possèdent le processus métier, les documents autorisés et les critères de contrôle transforment l'IA en composant d'un workflow. Elles gardent la relation avec le client interne ou externe, tout en sachant où l'agent peut se tromper et où un humain doit reprendre la main. C'est là que le coup de sortie se forme, pas dans une tournure élégante, mais dans l'intégration patiente des règles, des données et des responsabilités. Cette intégration accumule aussi une mémoire de décision. Les cas limites, les corrections acceptées et les sources écartées deviennent des actifs de fonctionnement. Un concurrent peut copier une instruction affichée sur un écran, il ne récupère pas, par ce geste, les arbitrages qui rendent cette instruction fiable dans un métier précis. La magie est donc une métaphore utile à condition de la retourner. Elle ne décrit pas une puissance cachée du modèle, elle décrit le malaise de celui qui ne voit pas encore le mécanisme. Reste à demander si les tests rigoureux confirment ou dissipent ce malaise. Chapitre 3 Le test du laboratoire. Les incantations brillent surtout quand personne ne mesure longtemps.
Les 4 rapports techniques du Wharton Generative AI Labs apportent ici un contrepoids utile. Selon ce laboratoire, les personas d'experts et les ruses qui forcent une chaîne de raisonnement ne surmontent pas durablement les limites fondamentales des modèles. La conclusion ne signifie pas qu'il faut écrire des prompts secs ou pauvres. Elle signifie que l'habillage rhétorique ne compense ni un manque d'information, ni l'absence d'un dispositif de contrôle. C'est une correction importante parce que l'économie du prompting récompense les anecdotes. Une personne modifie une phrase, obtient une meilleure réponse sur un exemple et partage la capture d'écran. La démonstration est séduisante, comme une pièce qui tombe dans un distributeur après un geste particulier. Mais une procédure professionnelle doit tenir sur des cas variés, après une mise à jour du modèle et sous le regard d'un auditeur. Les rapports de Wharton attaquent précisément cette confusion entre amélioration locale et capacité durable. Un persona peut modifier le ton. Une instruction de raisonnement peut structurer une réponse dans certains cas. Toutefois, si le système ne dispose pas des faits, s'il ne peut pas vérifier une source ou s'il reçoit une mission ambiguë, la décoration verbale ne crée pas la compétence manquante. Le résultat redessine la frontière entre expérimentation et production. Dans un laboratoire, on peut tester des formulations, comparer des sorties et conserver celles qui donnent un meilleur résultat pour une tâche définie. Dans une fonction critique, la question devient différente. Quelles preuves exige-t-on avant d'accepter cette sortie? Qui fournit les documents de référence? Quel seuil déclenche une revue humaine? La mesure doit dar le coût réel de l'erreur. Une réponse brillante qui oblige un juriste à relire chaque phrase n'automatise presque rien. À l'inverse, une sortie moins élégante mais correctement sourcée peut raccourcir une étape entière de revue. Le bon essai ne compare donc pas seulement des réponses. Il compare le temps de reprise, les incidents évités et la confiance qu'un responsable peut raisonnablement accorder au processus. Dans un message publié sur X, Ethan Mollick l'a formulé plus directement. ExplainX.ai l'a repris. Les astuces de prompting avaient déjà perdu beaucoup de valeur avant l'essor des agents. La meilleure approche consiste à spécifier clairement les objectifs. Selon lui, c'est du management. Son intuition converge avec la leçon de Wharton. La valeur quitte la phrase brillante pour aller vers la définition du travail. Cela ne dévalorise pas l'écriture. Au contraire, écrire devient plus exigeant. Il faut expliciter un résultat, des limites, une source de vérité et une manière de signaler l'incertitude. Une formule qu'on récite demande du style. Un mandat qu'un agent peut exécuter demande de la responsabilité. La question devient alors très concrète. Si l'on cesse de recruter des magiciens du prompt, quel métier apprend-on réellement aux équipes? Chapitre 4. Le manager d'agents. Le pouvoir ne tient plus dans la formule, il tient dans le mandat. Le manager d'agent ne cherche pas à ensorceler une interface. Il découpe une mission afin qu'un système puisse la traiter et qu'un humain puisse la contrôler. Imaginez le lundi matin d'une direction commerciale. Un responsable veut préparer des comptes rendus avant midi. La demande rituelle serait « Sois un excellent analyste commercial et produis le meilleur résumé possible ». La demande managériale commence ailleurs. Elle s'appuie seulement sur les notes du rendez-vous et le dossier client autorisé. Les décisions prises doivent apparaître comme les zones d'incertitude. Le chargé de compte reçoit un brouillon dont chaque fait est cité. La différence ressemble à celle entre donner une médaille à un stagiaire et lui confier une mission avec un périmètre. Dans le premier cas, l'organisation obtient une performance impossible à diagnostiquer. Dans le second, elle peut localiser l'erreur. La source était incomplète, l'instruction ambiguë, l'outil mal connecté ou le contrôle insuffisant. Cette lecture révèle aussi le vrai type de pression concurrentielle. Pour les entreprises qui vendent des bibliothèques de prompts, le danger principal est la commoditisation. Dès que les modèles comprennent mieux les consignes ordinaires, les recettes génériques perdent leur pouvoir de fixation des prix. Pour un éditeur déjà installé dans le workflow d'un client, la situation est inverse. L'IA peut devenir une compression par l'aval. Le client exige davantage de production pour le même budget. L'éditeur qui intègre l'agent dans son produit préserve la relation et choisit où placer la marge. La formation doit donc changer de centre de gravité. Apprendre à écrire une instruction reste nécessaire. Pourtant, la compétence rare consiste à traduire une demande confuse en cahier des charges utilisable. On y fixe d'abord un résultat observable et le périmètre des données accessibles. Les cas limites, le risque acceptable et le contrôle final se règlent ensuite au regard de la mission. Chaque choix répond à un coût concret. Une donnée non autorisée expose l'entreprise à un risque de confidentialité. Oublier une exception déclenche du travail de reprise, tandis qu'une validation floue laisse une erreur entrer dans le processus. Cette méthode rend également les fournisseurs comparables. Si une équipe possède seulement des astuces attachées à un modèle, elle dépend de ses comportements du moment. Si elle possède une batterie de tâches, des critères d'acceptation et des jeux de référence, elle peut tester un autre fournisseur sans recommencer son apprentissage depuis zéro. Elle négocie mieux parce qu'elle sait ce qu'elle veut acheter. Cette comparabilité inverse le rapport de force avec les fournisseurs. Le modèle peut changer, alors que la définition du travail reste l'actif de l'entreprise. Elle permet aussi de distinguer une promesse de démonstration d'une capacité déployable dans les équipes. La bonne question pour un dirigeant n'est pas « Qui connaît le prompt parfait ?», c'est « Quelles missions sont assez définies pour être déléguées et quels contrôles rendent leur exécution réversible ?»
Chapitre 5. Remplacer le grimoire. Un bon cahier des charges survit au changement de modèle. Pour lire le prochain engouement autour du prompting, gardez une grille simple. Ne demandez pas si la démo paraît magique. Demandez où se trouve le mandat, qui possède les données, qui vérifie la sortie et qui assume le coût de l'erreur. Ces questions suivent la valeur mieux que le vocabulaire de l'interface. D'abord, regardez le mandat. Donne-t-il à l'agent une intention vague ou une mission évaluable ? Puis demandez-vous si les données constituent un intrant propre plutôt qu'un savoir disponible à tous. La vérification tranche ensuite entre un gain de vitesse qui devient qualité et une charge repoussée vers une correction tardive. Le coût d'une erreur fixe, lui, la frontière entre autonomie raisonnable et économie imaginaire. Revenons au livre de Grant Morrison. Son intérêt n'est pas de prouver que l'IA relève de la magie, il met en scène une vieille tentation, croire que les symboles agissent seuls. Devant le curseur qui clignote, le rituel donne une sensation de prise. Dans l'entreprise, cette sensation peut devenir un handicap si elle remplace la description du travail réel. Le curseur n'est pas une baguette, c'est le seuil d'un système de délégation. Derrière lui, il y a des documents, des permissions, des outils et des personnes responsables. La phrase compte parce qu'elle distribue des tâches. Elle ne compte pas parce qu'elle flatte une entité virtuelle. Pour former une équipe, commencez donc par les missions récurrentes qui absorbent de l'attention sans exiger un jugement irréversible. Faites écrire le résultat attendu avant le prompt, puis choisir les sources avant le ton. Définissez ensuite le moment où l'agent doit s'arrêter et transmettre le dossier. Cette discipline transforme une curiosité individuelle en capacité organisationnelle. Le test à emporter est sévère mais portable. Si l'on retire les adjectifs flatteurs, les menaces et les accessoires rhétoriques d'une consigne, reste-t-il un mandat clair, vérifiable et transférable à un autre modèle ? Si la réponse est non, l'organisation n'a pas découvert une formule. Elle a seulement mis en scène son incertitude. À mesure que les agents gagnent en autonomie, qui écrira les règles du travail qu'ils accomplissent ? Face au prochain prompt miracle, cherchez le cahier des charges caché. C'est là que l'IA cesse d'être un rite et devient une organisation.